Alors, juste avant de vous laisser la parole, un simple chiffre, c'est que 70% des propositions de substitution de Carrefour sont acceptées. Alors, c'est à vous de nous dire comment vous êtes arrivé à ce résultat. Je vous laisse la parole. Ah, le beeper. Est-ce qu'on peut avoir le beeper pour les slides? Il est ici. Tout à fait. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être présent pour notre retour d'expérience où j'ai la joie et je suis très heureux de pouvoir le faire avec Sylvain, que nous avons pu accompagner sur les sujets autour de la substitution. L'objectif aujourd'hui n'est pas forcément de vous faire un état de l'art de l'IA et son importance, de l'impact de l'IA dans le retail, de est-ce que c'est quelque chose qui est à la mode ou pas à la mode, mais c'est clairement de pouvoir vous apporter, via notamment le retour d'expérience de Sylvain, des convictions, des preuves et des réalités opérationnelles à travers ce projet que nous avons mené avec Sylvain depuis quelques mois et quelques années maintenant, et encore une fois que je remercie. Juste avant de lui donner la parole, en effet, comme je le disais, c'est essayer de vous donner des réponses. Et si on essaye de factoriser un petit peu les sujets que nous remonte le marché, sur aujourd'hui les réalités et l'importance que peut avoir la data et le big data et l'AI dans les processus, ça va s'articuler autour de grands domaines. La vision. Aujourd'hui, comment sont impulsées la vision autour de ces sujets, sachant qu'on n'est plus dans un mode de POC ou de test. On doit maintenant industrialiser et être un petit peu à l'échelle. Et quels sont les impacts au sens large dans les organisations, tant en termes de connaissances, de personnes et de compétences. En termes d'outils et d'architecture, beaucoup de questions se posent autour du cloud, de l'hybride, autour des outils également à utiliser en termes de data science en tant que tel, des process d'exécution au sein de l'IT et du business, toute la gouvernance que je vais mettre autour de ces projets, qui est somme toute pas facile aujourd'hui en termes soit de mise en place ou de run. Et bien sûr, ce qu'on attend tous, c'est un petit peu la création de valeur autour de ces projets. Une création de valeur tant d'un point de vue impact concret business, mais également création de valeur au terme de compétences et voire de stratégie RH. Et c'est là-dessus où on s'est un petit peu aligné avec Sylvain pour pouvoir vous proposer en tout cas des réponses sur tout partie de ces items. Merci Sylvain. Bon, il ne faudra pas vous étonner si j'ai le regard dans le vide, mais je pense que c'est l'air conditionné. À chaque fois que j'expire, j'ai une couche de buée qui vient de se déposer sur mes lunettes et je ne vois pas grand-chose. Donc je vous propose de vous raconter une histoire. Cette histoire, elle démarre en 2018. Alexandre Bompard, notre PDG actuel, dévoilait la stratégie 2022 de Carrefour. Cette stratégie repose sur une ambition forte, devenir le leader mondial de la transition alimentaire, et 4 piliers sur lesquels agir pour y arriver. Donc tout d'abord, simplifier notre organisation et la rendre plus agile sans perdre de vue nos clients finaux. Ensuite, gagner en productivité et en compétitivité. Améliorer et refondre notre offre alimentaire au profit d'une plus grande qualité. Et enfin, non des moindres, en termes de levier, agir sur le magasin et devenir un leader incontournable de l'e-commerce alimentaire en rapprochant le magasin de l'e-commerce alimentaire. Donc évidemment, on s'est très vite aperçu que rien ne serait comme avant, que toutes les fonctions de l'entreprise devaient se réorganiser, devaient se transformer. Mais fort heureusement, rapidement, nos petits amis du conseil sont arrivés et nous essoufflé les 2 mots magiques, data et intelligence artificielle. Alors magique, ça l'était au moment où ils nous l'ont soufflé avec tous les slides qu'ils nous ont présentés, un peu moins depuis qu'on cherche à mettre en œuvre et tirer de la valeur de tout le potentiel qui nous avait été annoncé. Mais il existe. Donc il y a plusieurs fonctions aujourd'hui sur lesquelles on travaille avec l'intelligence artificielle et la donnée. Tout ce qui est gestion de notre offre. Donc notre offre, c'est l'assortiment, les produits qu'on va proposer aux clients, le prix, la promotion. Tout ce qui est évidemment expérience client, qu'elle soit avant achat, pendant achat ou post-achat. C'est là où on retrouve la plupart des cas que vous devez avoir en tête, la recommandation, la personnalisation de nouveaux services qu'on peut proposer aux clients. Et puis toutes les opérations,
donc tout ce qui concerne l'excellence opérationnelle, faire mieux, mais au-delà de faire mieux, faire différemment ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Donc, et ça concerne la supply chain, les services clients et nos opérations en magasin ou en entrepôt. Alors, je crois que je suis allé un peu vite. Voilà, c'est dommage parce que c'est un slide intéressant. Donc, pour ce faire, on a créé une direction data au niveau du groupe. Alors, je précise que je suis le responsable des activités data science et gouvernance pour le groupe, c'est-à-dire que j'agis pour tous les pays du groupe. Évidemment, la France étant un des pays principaux et les plus matures dans le domaine, on travaille beaucoup pour la France. Donc, aujourd'hui, cette structure data, elle repose sur 3 fondements. Le premier, c'est l'environnement technologique. Donc, on a fait un choix très rapidement de partenariat avec Google. Et donc, on travaille sur le cloud Google, sécurisé avec le VPOD. Alors, je suis désolé, mais la situation ne fait que s'empirer. Je ne vois plus rien du tout. Donc, avec le cloud Google, sur lequel on s'appuie et on tire profit des services de stockage, des services de traitement de données, des services de machine learning, des services de développement d'applications et des services de gestion des développements pour pouvoir rendre autonome notre équipe data science. Parce que l'équipe data science aujourd'hui est autonome, disons, assez indépendante de l'IT, sachant qu'aujourd'hui, cette équipe data science, elle doit pouvoir créer l'opportunité, c'est-à-dire l'identifier, créer la solution, la développer, l'industrialiser, la maintenir et la supporter. Elle est par ailleurs évidemment garante de la valeur qu'on amène à l'entreprise au travers de toutes ces solutions data. Et donc le cloud Google nous permet ça. Ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est l'organisation. L'organisation, c'est important parce que très vite, on s'est aperçu que dans la plupart des cas d'usage, on avait une sorte de confrontation entre l'intelligence data, qui peut paraître évidente pour les data scientists, et l'intelligence et les contraintes métiers, qui doit aujourd'hui, dans la plupart des cas, intervenir pour pondérer, modérer, influer sur cette intelligence data. Et donc, il est absolument nécessaire de regrouper dans une même équipe toutes les compétences qui vont permettre d'amener de la valeur à l'entreprise. Donc, qu'elles soient technologiques, métiers, data et autres, c'est-à-dire internes ou externes dans certains cas. Le troisième fondement, c'est l'approche. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas une structure de recherche, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'on nous demande des comptes. Cependant, il faut qu'on ait la possibilité d'innover et de tenter. Et donc aujourd'hui, le minimum valuable model, qui est la deuxième étape après la qualification, va nous permettre d'évaluer l'opportunité, de réaffiner le business case et de réaligner généralement les modèles et l'effort qu'on fait d'un point de vue data avec les contraintes et les enjeux opérationnels. La deuxième étape, qui est le minimum valuable prototype, lui, il va nous permettre, et c'est essentiel, de valider la faisabilité de l'industrialisation et de préparer cette dernière étape. Enfin, à chacune des étapes, on va réévaluer le potentiel économique ou qualitatif, ça dépend de la manière dont on souhaite juger notre use case, et on va réaligner les solutions data avec les différentes contraintes et les opportunités qui s'offrent. Et on se laisse la possibilité, évidemment, d'arrêter temporairement ou définitivement le use case pour le reprendre plus tard ou de l'abandonner définitivement. Donc on a cette chance-là. On a le droit de travailler pour rien, mais un petit temps. Donc on a évidemment des idées, et je pense que vous-même, quand vous réfléchissez au domaine du retail, à la multiplicité des données, à la multiplicité des process, on a énormément d'idées et de cas d'application de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on soit capable, parce que les équipes sont évidemment pas extensibles, il faut absolument qu'on soit capable de prioriser correctement chacun des use cases. Et pour ce faire, on utilise 6 critères. Le premier critère, c'est évidemment l'impact business, c'est la valeur qu'on va amener à l'entreprise, qui, comme je vous l'ai dit, est réévaluée à chacune des étapes. Le deuxième critère, c'est la disponibilité et la qualité des données. Alors, on agit à 2 niveaux. On a sous ma responsabilité la gouvernance data, qui, au-delà de la qualité des données, travaille à l'anticipation des use cases et à la collecte d'informations au-delà du legacy system, puisqu'on voit bien, par exemple, pour ce qui concerne le client, qu'on est capable de
récupérer énormément d'informations, qui nous permet d'ailleurs d'utiliser. Évidemment, on ne le ferait pas s'il ne nous le permettrait pas. Le troisième critère, c'est la gouvernance projet et la présence notamment d'un sponsor fort, garant de l'évolution des mentalités, des processus et du modèle économique qu'on défend. La scalabilité, l'actionnabilité au niveau du métier, c'est-à-dire la capacité du métier, et c'est très vrai dans les processus opérationnels, d'accepter l'information qu'on lui donne et de faire évoluer ces processus. Et puis la pertinence d'utiliser l'intelligence artificielle. On n'est pas une structure de BI, il y a déjà d'autres structures qui s'occupent de mettre à disposition de l'information chez Carrefour. Donc parmi les différents use cases, le domaine le plus fortement impacté au départ, aujourd'hui c'est un peu moins vrai parce que c'est presque évident aujourd'hui qu'on peut agir sur l'expérience e-commerce, tellement il y a de choses qui sont faites dans les différents domaines et en particulier sur le non alimentaire. Mais ce domaine reste aujourd'hui quelque chose de très important pour nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'achat alimentaire, il est très particulier. Il est particulier parce que le laps de temps entre la décision d'acheter et l'acte d'achat est très très court. En fait, il n'y a pas de décision, c'est quasi immédiat. Il est particulier parce que les paniers sont extrêmement fréquents, ils sont très volumineux. Généralement, on achète en hypermarché, par exemple, jusqu'à 50 articles en moyenne. Il est particulier aussi parce que les besoins sont répétitifs. On va acheter qu'une seule télé tous les 10 ans. Par contre, maintenant, avec le taux d'obsolescence, ça sera tous les 2-3 ans. Mais pour la plaquette de beurre, on va acheter toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une plaquette de beurre. Donc il y a une certaine répétition. Et en fait, les besoins, ils sont directement liés au contexte, mais le choix du produit, il est très lié et très inhérent en fait aux caractéristiques du client, à ses appétences et à son propre contexte d'achat. Donc tous ces éléments qui font qu'on soit capable d'innover, de créer une expérience qui soit disruptive, une expérience différente de celle qu'on peut rencontrer en magasin, c'est-à-dire éviter de proposer une navigation dans des rayons et laisser le client choisir sur un catalogue de produits. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui non accepté par une grande majorité de nos clients, c'est-à-dire que, évidemment, les clients et les consommateurs perçoivent comme un avantage la possibilité de commander chez soi les différents circuits de distribution et de livraison qu'on leur propose, le drive piéton, Uber Eats, la livraison à domicile, etc. Cependant, pour la majorité de nos clients, ce n'est pas suffisant et l'expérience d'achat est un frein à la transformation. Donc c'est là-dessus qu'on cherche à agir pour créer une expérience disruptive, une expérience qui tire profit de la connaissance qu'on peut avoir de nos clients et qu'elle nous permette d'utiliser, bien évidemment, une expérience qui tire profit de l'intelligence artificielle, une expérience qui tire profit de toute notre capacité aujourd'hui à interagir avec le client en temps réel. Et donc il y a 4 grands principes sur lesquels on travaille. Le premier, c'est accélérer et faciliter la constitution du panier. Vous avez dû le voir aujourd'hui, il y a la possibilité d'accéder rapidement à ce qu'on appelle des achats d'habitude, des achats qui sont très très récurrents au travers de listes qu'on propose aux clients. Mais pas seulement. Le deuxième grand principe, c'est la personnalisation, c'est-à-dire être capable de personnaliser les produits et le contenu qu'on va proposer aux clients en fonction de ce qu'il est et de son contexte de navigation, son contexte d'achat, en tout cas les éléments dont il nous a fait part. Le troisième principe, c'est permettre la substitution. Et on va revenir dessus, c'est un élément fondamental pour un parcours client sans couture et éviter toute déception. Et le quatrième principe, c'est la recommandation, c'est-à-dire anticiper ce que va faire le client, ce qu'il va mettre dans son panier ou le contenu par lequel il peut être intéressé pour pouvoir lui faciliter encore une fois son parcours et accélérer l'accès à la rubrique aux produits suivants. Donc le use case sur lequel je vais un petit peu plus rentrer en détail, c'est le use case substitution. C'est un élément fondamental. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ça a été présenté, et c'est vrai qu'on a été fortement exposé pendant le Covid, mais pas seulement, c'est qu'il y a énormément de cas qui se présentent aujourd'hui sur le parcours client et qui peuvent générer une insatisfaction plus ou moins forte au niveau client, et allant jusqu'à de l'abandon panier ou du churn. Ces cas d'indisponibilité, ils sont créés en fait par la nature même de notre assortiment, c'est-à-dire le fait que cet assortiment, il va dépendre du circuit de distribution, il va dépendre du magasin que vous avez sélectionné, etc., etc.
Ce qui fait qu'à n'importe quel moment du parcours, au-delà des ruptures, parce que ça peut arriver aussi, qu'un produit ait trop de clients au même moment qu'il commande un produit en promotion par exemple, et qui tombe en rupture, mais au-delà des ruptures, que structurellement, on se retrouve avec une liste d'achats dont certains produits disparaissent, ou en tout cas deviennent indisponibles. Et pour nous, il est très très important de maintenir une expérience client sans couture et de proposer au client des solutions de substitution qui lui permettent très rapidement de sélectionner parmi les articles correspondant aux besoins dont il a fait part, enfin ce besoin qu'on a réussi à analyser, et je vais vous expliquer comment. C'est important parce que ça va permettre de transformer une expérience qui peut être négative dans certains cas en positive. Et puis, c'est une expérience qui va permettre au client très très rapidement d'accéder à la fin de son panier et de créer un état de confiance entre le client et la marque Carrefour et le site e-commerce. Alors, comment est-ce qu'on procède? Alors, le moteur de substitution, il travaille en 2 étapes. La première étape, elle s'appuie sur les descriptions produits et sur un corpus qu'on constitue à partir de données internes et externes qu'on peut avoir sur les produits. Pourquoi? Parce que finalement, les produits, on les connaît assez peu. On les connaît au travers du code barre, on les connaît au travers, dans certains cas, de photos, de caractéristiques, mais c'est extrêmement léger. Finalement, toute la connaissance se situe dans ces fameux corpus descriptifs et on va s'appuyer dessus pour créer un espace sémantique. On va utiliser le NLP et le Word2Vec plus particulièrement, créer un espace sémantique dans lequel on va venir projeter les produits, ce qui va nous permettre de rapprocher les produits les uns aux autres et de cette manière définir ce qu'on appelle un périmètre de similarité, c'est-à-dire l'ensemble des produits qui peuvent correspondre aux besoins du produit pour lequel j'ai constaté une indisponibilité. Donc ça, c'est la première étape. Elle va aboutir à un certain nombre de produits, ça peut être des dizaines, ça peut être des centaines dans certains cas. Et donc la deuxième étape, elle est tout aussi primordiale puisque c'est celle qui va constituer en fait le cœur de l'algorithme et qui va nous permettre de ranker, d'ordonner les produits en fonction de leurs caractéristiques, d'ordonner les produits en fonction des appétences clients à ces différentes caractéristiques. Et tout ça est fait sur la base d'un algorithme LTR, c'est-à-dire qui apprend sur la base de ce que l'utilisateur nous renvoie. C'est-à-dire qu'on va lui proposer des listes, il va sélectionner dans les listes et nous, on va demander à l'algorithme d'optimiser le taux de clic ou le taux d'ajout panier. Donc ce service de substitution, c'est une API en fait, et aujourd'hui il est consommé à différents moments du parcours client. Il est appelé par les différents fronts, que ce soit l'app, le site e-commerce ou d'autres. On en a en magasin aussi avec le self-scanning. Et il est appelé avec tous les éléments nécessaires pour pouvoir tourner, c'est-à-dire des éléments contextuels, des éléments relatifs au client, et puis des éléments relatifs à l'action, puisqu'il y a différents cas de substitution, à l'action qu'on veut déclencher. Et ce moteur s'appuie sur les 2 briques que je vous ai citées, qui sont complétées séquentiellement par 2 autres briques. Une brique en temps réel, donc une brique qui va nous permettre de prendre en compte les contraintes métiers, par exemple, d'indisponibilité des produits qu'on serait susceptible de proposer, mais aussi des opportunités de développement produit, qui va nous permettre aussi de tester le démarrage à froid. Donc on va influer ici le modèle et l'approche avec des éléments externes. Et puis une dernière étape où on va prendre en compte plus particulièrement les appétences des clients aux différentes caractéristiques. Et donc en fait, c'est un système de pondération qu'on cherche à optimiser avec une descente sous gradient, mais c'est un système de pondération qui va nous permettre, suivant les cas, de répondre avec un ordonnancement ou un autre ordonnancement, toujours avec pour objectif de maximiser le taux de clic et le taux de transformation, c'est-à-dire d'ajout panier. Alors aujourd'hui, en termes de performance, elles ont été citées tout à l'heure, mais je pense que c'est important de bien comprendre que c'est d'abord un objectif qualitatif. Il nous faut maintenir une satisfaction client tout au long de son parcours et ça, on va le mesurer principalement au travers des taux bon, vous l'avez compris, que l'on mesure à la fin de l'acte d'achat au travers d'écoutes, de questionnaires ou de questionnaires ad hoc. Et ça, c'est le point le plus important. Cependant, il nous faut mettre en place 2 niveaux d'AB test. Le premier niveau
qui est extrêmement important puisque c'est celui qui va nous permettre de tester et de fine-tuner nos algorithmes. Et le deuxième niveau d'A/B test, c'est celui qui va nous permettre de tester en fait l'exposition aux clients à différents services. Donc certains clients vont être exposés, d'autres pas exposés, et de mesurer de ce fait l'impact sur le panier, l'impact sur la fidélité, l'impact sur le taux d'abandon, voire le taux de churn de ce qu'on met en place. Alors, et demain, alors on a deux grands axes de développement. Évidemment, d'abord, faire évoluer nos algorithmes. Ça, c'est bien évident. On a plein d'idées. Il y a des choses qui sont en cours. En particulier, on travaille beaucoup sur de l'explicite. C'est-à-dire quand on travaille sur la similarité, on travaille sur des desquissements produits, des éléments qui nous sont fournis, factuels. On sait aujourd'hui qu'on pourrait utiliser le comportement client parce que le client nous donne énormément d'indications dans ses tickets sur des produits qui pourraient être substituables parce le client est fidèle à un besoin. Il peut avoir un besoin récurrent, mais la plupart des clients ne sont pas forcément fidèles à un produit. Donc l'analyse du ticket nous permet d'identifier des règles de substitution donc pour travailler sur le périmètre de similarité. Ça, c'est un axe de développement. Et donc cumuler ces vecteurs sémantiques avec des vecteurs plutôt analyse comportement client. Et puis, il y a plein d'axes d'évolution, évidemment, autour du ranking, sachant qu'aujourd'hui, l'algorithme apprend au fur et à mesure et on le fine-tune systématiquement à chaque retour client, où il se fine-tune tout seul. Mais l'axe prépondérant de développement, c'est la généralisation des cas d'usage qui s'appuient sur ce service. Parce qu'aujourd'hui, l'information tel produit est substituable par tel autre produit et la quantification de cette substituabilité, c'est un élément extrêmement important et porteur de valeur que l'on pourra utiliser ou qu'on utilise déjà dans certains cas pour optimiser notre offre, savoir ce qui se passe lorsque je vais référencer ou déréférencer un produit, donc la simulation. Et puis, évidemment, sur le back-office, puisque le magasin, il est confronté au même problème que le client, et le Covid nous en a montré certains exemples, c'est-à-dire qu'il peut se produire une incapacité de livrer en totalité ou partiellement une commande. Et là, la question qui se posait, pas maintenant, elle se pose, vers quels articles, en fait, et dans quelle mesure les ventes vont se reporter, et comment dois-je adapter mes différentes commandes. Voilà, j'ai pris un tout petit peu de retard. Je vous avais promis une histoire. En fait, je vous ai conté que le premier chapitre et l'histoire, elle continue. On espère continuer avec vous, Sylvain. On a pris un peu de temps, donc 3 minutes 10 de plus. Et je pense qu'aussi on a fait des beaux slides parce qu'ils ont été pas mal pris en photo pendant ton intervention. Donc un grand merci. Donc si on essaie de factoriser rapidement, je vais vraiment aller rapidement sur ce dernier slide. C'est premier avant les questions. Voilà, c'est en tout cas un vrai projet de collaboration, de co-création porté par une vision stratégique assez forte d'Alexandre Bompard, de pouvoir aussi avoir une hybridation, tant d'un point de vue technologique et surtout une hybridation des compétences, voire même une plateforme ouverte où vous faites appel à des partenaires comme vous. Et j'ai senti aussi une hybridation dans la motivation et la communication qui était un facteur clé de succès de ce type d'approche et de projet et qui sont en train de se généraliser de plus en plus aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à nouveau. Merci beaucoup. Et il n'y a aucun problème pour le temps, puisque je crois que le cas a intéressé. J'ai vu effectivement beaucoup de personnes prendre les slides en photo. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas-là? Des questions à poser à Carrefour, n'hésitez pas. Il y a une question au fond là-bas de monsieur. Quoi, vous portez un micro. J'ai juste une question sur le focus du coup de la substitution. Votre focus c'était du coup l'acquisition et le parcours client. Vous avez étudié tout ce qui est panier moyen, etc. Parce que le problème de la substitution, c'est qu'on peut toucher à tout ce qui est downsell et upsell. Et ça peut être un danger à certains moments. Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est un point que j'avais bien noté dans les répétitions, mais que j'ai complètement oublié. Non, je plaisante. Oui, en fait, là on a présenté le pain points, et donc l'indisponibilité. Mais la substitution, c'est aussi une opportunité de surprendre. Et on l'utilise de cette manière, de surprendre le client en lui proposant en fait un parcours qui lui permette de constituer sa liste naturellement. C'est-à-dire que la plupart des clients, ils ne raisonnent pas produit, enfin, comme vous et moi, ils raisonnent ingrédients, besoins.
Et finalement, au travers de la substitution, on leur offre la possibilité soit de faire de l'upselling, soit de sélectionner leurs produits au moment opportun, c'est-à-dire généralement dans les dernières minutes de la constitution du panier. Y a-t-il une autre question? Ben voilà, une question ici, au premier rang, madame. N'oubliez pas de vous présenter si c'est possible. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Claire Baillet, je travaille pour la société Blue Minds Consulting. J'ai deux questions pour vous. La première qui est plus au niveau business. Le fait d'améliorer l'expérience client au travers donc, de l'expérience du web, est-ce que cela vous amène à travailler avec vos produits, vos marques plutôt, de manière différente, à savoir partager vos datas justement pour améliorer par exemple le supply, pour améliorer l'approvisionnement, la disponibilité des produits, mais aussi pour avoir un partage du client commune. Donc ça c'est ma première question. Et la deuxième, de par ces performances que vous mettez en place, est-ce que vous revoyez du coup vos investissements médias pour justement toucher votre client, non pas forcément par les médias traditionnels, mais en investissant plus sur la partie digitale, partie web et donc l'expérience digitale de vos clients? Alors c'est un peu difficile de répondre à la première question. Oui, il y a beaucoup de projets, c'est une tendance, je ne les ai pas cités non plus, de s'appuyer sur la data et sur l'intelligence artificielle pour mieux collaborer avec nos fournisseurs. Et ces projets concernent notre offre, l'assortiment et le prix, la promotion et toute la partie supply chain. Par ailleurs, on pourrait imaginer, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas en France, travailler aussi avec le fournisseur sur l'exposition des produits sur le site. Parce que c'est bien évident que lorsque je propose un produit et que je vais le mettre en avant, naturellement, je vais augmenter les ventes. Donc la question se pose, est-ce que je dois ou est-ce que je peux influencer sur cette mise en avant? Je pense que c'est à cela où vous faisiez allusion. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on cherche à optimiser l'expérience client. Donc, on va proposer le produit qui correspond au mieux au client, enfin, à ses aspérités, à ses affinités et au contexte. Et puis, la dernière chose que vous avez citée, et dont je ne me souviens plus du tout, donc il va falloir... C'est l'investissement sur les médias digitaux. Ah oui, les médias digitaux. Je peux peut-être essayer de t'aider là-dessus. Oui, oui. Donc oui, dans le cadre du plan stratégique encore 2022, le groupe Carrefour a décidé de se remettre par rapport aux standards du marché sur les investissements digitaux et notamment en médias. Donc aux alentours de entre 30 et 40% d'invest étaient plutôt sur le digital aujourd'hui. Donc il y a eu une accélération sur cet investissement et d'autant plus aussi avec l'accélération était clairement aussi pendant la période qui vient d'être là et a tendance plutôt à être exponentielle. Et maintenant rentrent les sujets autour de la digitalisation des prospectus, qui est un vrai sujet qui va être pris à bras-le-corps dans les mois dans les mois qui viennent. Et je pense va arriver chez Sylvain en termes de use case pour optimiser et garantir la performance. C'est déjà le cas. Il y a des MMM en cours. Voilà, 2 prénoms et 2 visions partagées, les mêmes. Très bien, c'est une très bonne conclusion. Je vous invite à les applaudir, s'il vous plaît. Ah, malheureusement, on est un petit peu en out of time, comme on dit, mais je vous invite... Vous acceptez de faire une question à côté? Eh bien voilà, vous aurez la réponse juste à côté. Merci. Désolé.